La deuxième délibération du chapitre concerné. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, Monsieur Jamal El Arch. Je vais peut-être alors demander, avant que vous parliez, mais c'est bien que vous preniez position, je vais peut-être demander qu'on fasse une courte présentation de cette délibération. Je crois que c'est Julie Escudier qui assure cette présentation. Après, je vous donne la parole. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération concerne le contrat de ville et l'approbation du programme d'engagement renforcé et réciproque, le PERR. La circulaire du 22 janvier 2019 faisant suite au protocole de Dijon prévoit de nouvelles échéances et priorités pour les contrats de ville, dont leur prolongation de 2 ans jusqu'en 2022, ainsi que l'adoption d'une feuille de route de 40 mesures à prioriser pour la suite des contrats reposant sur 5 programmes thématiques: la sécurité, l'emploi, l'éducation, le logement et le lien social. La formalisation de la circulaire a conduit à réviser les contrats de ville sous la forme d'un protocole, donc un PERR, protocole d'engagement renforcé réciproque. Le PERR qu'il est proposé d'adopter comporte 45 axes de travail retenus sur 16 programmes thématiques du contrat de ville. Les actions à mener prioritairement sont donc augmenter durablement le taux d'emploi des publics prioritaires, construire dans le cadre d'une éducation partagée des parcours ambitieux pour les enfants et les jeunes, prendre en compte la jeunesse dans sa diversité et sur tous les pans de l'action publique, lutter contre toutes les formes de discrimination à l'échelle métropolitaine, l'égalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires et promouvoir la laïcité. Merci. Monsieur Jamal El Arch. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus métropolitaines et métropolitains. La circulaire du 22/1/2019 affirmait parmi ses nouvelles priorités, je cite, « améliorer l'image des quartiers politiques de la ville au travers d'un dispositif appelé le marketing territorial. Et ceci afin de ramener d'autres habitantes et habitants à fréquenter ou à habiter ces quartiers. » La première question qui se pose, bien évidemment, c'est comment améliorer l'image d'un territoire alors que dans les discours médiatico-politiques et d'une manière systématique, on détériore l'image de ses habitantes et de ses habitants. On raconte ces quartiers sur les prismes culturalistes et ethnicistes, en occultant les réalités socio-économiques de ses habitants et de ses habitantes. Je rappelle, 40% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté, 3 fois plus de chômage qu'ailleurs, dont les plus diplômés. Dans l'histoire de la politique de la ville, et en 2003, le programme national de rénovation urbaine change de paradigme, de méthode, pour mettre le curseur dans le bâti, ou sur le bâti. Il faut raser, détruire, résidentialiser, gentrifier. Les conséquences de ce programme sont désastreuses, rajoutant aux problématiques sociales les déplacements et les expropriations. L'enjeu est bien évidemment la récupération du foncier. Aucune prise en compte des souhaits des gens et des habitants. C'est bon? Ben oui, là, tu m'as perturbé. Ok, excusez-moi, elle m'a un peu perturbé, Madame Odile, Morin. Donc je recommence. Donc en détruisant le bâti, on détruit bien évidemment le tissu social, les liens sociaux, l'histoire et la mémoire des gens. La ville de demain, vous en avez parlé tout à l'heure. La ville de demain, en s'appuyant sur l'ensemble des critères aujourd'hui de la ville qu'on observe, sera une ville polluée. Une ville, d'une manière caricaturale, aménagée en fonction de la classification sociale. Une ville où les gens qui ont les plus de moyens vont être, avec la ZFE, protégés de la pollution, relativement protégés, et les populations les plus pauvres concentrées dans les zones les plus lointaines. Voilà, donc l'enjeu réel à travers les mots que vous utilisez, solidarité, on est là pour vous, le grand projet de ville, en fait, les enjeux réels, c'est une financiarisation, une marchandisation de la ville de demain. Il faut changer de paradigme aujourd'hui
et essayer de raisonner d'une manière collective et d'intérêt général. D'ailleurs, vous êtes réjouis de ce vote de ce matin sur la PPI. Sincèrement, je le pense, je l'ai senti, que le vote de ce matin était beaucoup plus basé sur le corporatisme, la défense des intérêts de communes, que dans l'intérêt général, en respectant les fondements de la République. Merci. Bien, je vais demander à Mme Esculier de répondre, mais moi, je n'ai pas eu l'impression que les fondements de la République étaient ébranlés par la PPI et l'attitude de celles et ceux qui l'ont voté. Mais véritablement pas du tout. Et la politique de la ville, au contraire, elle a une inspiration très républicaine, puisqu'il s'agit d'avoir une ville plus inclusive en direction des quartiers qui, au contraire, ne sont pas assez inclus dans la ville et donc dans la République. Voilà. Après, vous savez, quand on consacre des centaines de millions d'argent public à du renouvellement urbain, à des équipements publics, à du développement des services publics, je me demande où est la notion de financiarisation, à part que ça coûte cher, oui, mais ça c'est un choix qu'on assume, mais la financiarisation au sens capitalistique que vous évoquez, j'avoue que j'en vois pas le début. Madame Escudier. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Elarche, vous savez à quel point, justement, l'objectif est de ne pas continuer à avoir des visions clivées des territoires et faire en sorte que les quartiers de la politique de la ville ne soient plus, justement, montrés du doigt ou stigmatisés. Et il y a toute une politique travaillée sur l'aspect de faire venir, briser les représentations, habiter ensemble. Il y a toute une stratégie justement qui a pour objectif en fait de ne pas stigmatiser ces quartiers. Au-delà de tout ce qui vient d'être dit et des choix assumés au fond d'investissement pour les quartiers politiques de la ville. Vous savez également qu'au-delà de la vision stricte et du travail sur les QPV, on évite et on est très attentif aux quartiers en veille notamment pour éviter que des quartiers ne tombent en quartiers prioritaires, puisque c'est ça aussi le sens de la vision préventive au fond. C'est éviter de faire en sorte d'avoir des quartiers qui tomberont dans la situation que vous venez d'indiquer au niveau des réalités économiques et des seuils de pauvreté atteints dans certains quartiers. Donc je crois que justement, n'ayons pas une vision qui continue à stigmatiser. Et je crois que des prises de position aussi qui viennent, au fond, relever en permanence ce que vous venez d'indiquer à l'instant, continuent, au fond, à stigmatiser les postures. Donc, nous travaillons, Gaëtan Cognard, qui est désigné sur la politique de la ville, donc en particulier aussi, peut peut-être vous donner des exemples très concrets, mais voilà, on a de nombreux exemples en palo futé qui permet donc d'éviter d'avoir une communication positive vers l'extérieur. On a plein d'exemples à vous donner. Le renouveau d'Ampalo, hein, on peut en parler. Hein, je crois que beaucoup de choses ont été faites et ont avancé et les choses, effectivement, même si c'est un travail de longue haleine, commencent à changer. Merci, Monsieur Elarche. Excusez-moi si je reprends la parole parce que j'ai oublié quelques éléments. Alors, en parlant de la mixité sociale, qui est une forme très, très noble et très jolie pour parler de l'expropriation des habitants, je vous rappelle que la mixité sociale est une conséquence des politiques publiques de logement. Ce n'est pas la raison, les gens n'ont pas choisi d'être là. Donc il faut avoir une vision métropolitaine et que la mixité sociale ne soit pas un objet spécifique pour ces quartiers, mais que ce soit à l'échelon métropolitain que ça se raisonne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres quartiers, d'autres communes à l'échelon métropolitain qui sont concernés par cette question. Alors mes questions sont simples. Où vont les gens aujourd'hui? Combien payent-ils? Pour quelle surface? D'après les informations que nous avons recueillies auprès des habitants qui sont partis, ils payent 150 € à 200 € de plus pour des petites surfaces, donc beaucoup plus cher, alors que la loi même stipule qu'un relogement doit se faire à surface et à prix égal. Voilà. Nous demandons aussi, si c'est possible, pour donner sens à la participation des habitants d'une manière réelle concernant
leur vie et le cadre de vie, parce que l'amélioration du cadre de vie vient du fait que les habitants s'impliquent dans ce processus-là. Nous vous demandons donc de mettre en place, si c'est possible, un moratoire sur le projet urbain et envisager toutes les options dans la réhabilitation dont l'enquête d'utilité publique de 2017 avait privilégié. Merci. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Un instant, je vous prie. Ah, pardon, madame, je ne vous avais pas vu. Allez-y, madame. Oui, en complément et en plein accord avec mon collègue Jamal, je voulais évoquer avec vous différents points. Assurer ou restaurer la mixité dans les quartiers politiques de la ville peut sembler de prime abord une louable intention. Mais quand assurera-t-on, restaurera-t-on la mixité dans certains quartiers habités essentiellement par les populations les plus aisées? Quand luttera-t-on enfin contre le séparatisme des plus riches? Pour cela, il faudrait commencer par mettre fin à la règle qui exonère de logements sociaux les constructions sur des parcelles inférieures à 2000 m², ce qui s'applique par ailleurs. Parce que si l'on réduit la part de logements sociaux, et surtout très sociaux, dans les QPV, mais que l'on ne construit pas ou insuffisamment sur le reste de la ville, ce n'est plus de la mixité sociale que l'on fait, c'est de la gentrification. Et c'est précisément le type de politique qui conduit à une augmentation majeure du nombre de demandeurs de logements sociaux relevant du PLAI et donc à une embolisation de l'accès au logement social, même très social, qui impacte durement ceux qui sont censés être les premiers bénéficiaires de l'accès au logement social. Le contrat de ville est un échec et il serait temps de changer de logiciel de lecture, sauf à vouloir continuer à enrichir les promoteurs au détriment des populations qui ont le plus de mal à se loger. Par ailleurs, sur le contenu du document, les orientations stratégiques restent grosso modo les mêmes d'année en année, sans que pour autant la vie des habitants de ces quartiers s'améliore. Il serait donc temps de se donner les moyens de réaliser les politiques annoncées ou d'en changer. Lutter contre toutes les formes de discrimination se limite à parler d'accès à l'emploi et de lutte contre les inégalités femmes-hommes, comme si elles n'existaient que dans les QPV, et parler de valorisation de l'image du quartier sans aucune proposition d'action contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Quant au validisme, cette discrimination fondée sur les capacités liées au handicap ou à l'état de santé, il est totalement absent. Et sur, entre guillemets, la poursuite de la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est un échec dont visiblement les pouvoirs publics refusent toujours de tirer les leçons. On peut par contre s'étonner que certains indicateurs soient écartés, comme le taux d'obésité chez les enfants ou la taille des logements sociaux, sous divers prétextes fallacieux. Et surtout, il serait important que les chiffres résultant de ces différents indicateurs soient comparés aux mêmes indicateurs dans des quartiers différents. Nous aurions aussi quelques indicateurs à vous proposer et dont la comparaison avec ceux de quartiers hors politique de la ville serait sûrement très intéressant. En voici quelques-uns. Le nombre de titulaires de l'APA, le nombre de titulaires de l'AH ou d'une pension d'invalidité, le nombre de demandeurs de logements sociaux qui ont rempli le volet handicap, le nombre de demandeurs qui ont un dossier d'ALO accepté, le nombre de logements construits répondant aux normes d'accessibilité, le tout comparé aux mêmes indicateurs dans les autres quartiers. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Gaëtan Cognard. Ici. Puisque votre propos était général et allait bien au-delà de la délibération présentée. Monsieur Cognard. Merci, Monsieur le Président. Juste pour reprendre sur la question du curseur et notamment sur la politique de la ville, il est faux, Monsieur Elarche, de dire qu'il y a eu un revirement. Nous sommes l'une des seules collectivités où, à la fois, sur la politique de la ville, il y a deux jambes, le volet contrat de ville qui est au sein d'une même direction avec le volet renouvellement urbain. Ça ne se trouve nulle part ailleurs dans les autres métropoles. Et pour rappel, il y a 2,4 millions d'euros pour le contrat de ville, alors effectivement toulousain, mais il est faux de dire que les deux sont dissociés. Enfin, concernant la mixité sociale, je vais vous donner des exemples beaucoup plus macro, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres, les relogements qui sont effectués depuis 2019 dans le cadre du NPNRU, il y en a eu 326 familles qui ont été relogées. Et bien sur ces 326 familles, il y en a 166 qui ont fait le choix d'aller dans des quartiers en dehors des QPV. Je dis bien qui ont fait le choix.
Alors, lorsque vous dites que les personnes, finalement, il n'y a pas de mixité sociale, la mixité sociale, c'est aussi permettre à ces familles qui sont issues de QPV d'aller dans d'autres quartiers. Et vous direz à cette famille qui habitait un immeuble rue d'Antibes, du côté d'Ampalo, qui est désormais rue Saint-Georges, vous direz aussi à cet isolé qui habite désormais rue Saint-Michel, qui était pareil rue Ampalo, mais vous pourrez le dire aussi à ce couple qui habitait le 19 rue de Cannes. Vous vous souvenez, c'est là où le contrat de ville aussi avait permis de revaloriser l'image des quartiers avec une grande fresque sur le mur du 19 rue de Cannes de manière temporaire. Mais vous pourrez le dire aussi à ce couple qui vient de l'immeuble Gluck sur la Rainerie, qui habite désormais à 75 mètres du jardin Raymond VI du côté de Saint-Cyprien. Voilà. Donc il est faux de dire que le renouvellement urbain ne permet pas la mixité sociale. Merci. Merci. Je vous propose de voter cette délibération, 7-2, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.